Obok a connu son heure de gloire. Ne vous fiez pas aux apparences, aux enfants qui jouent au milieu des ruines. Tout commence au milieu du 19e siècle. L'Europe commerce avec l'Afrique et l'Orient. Les Anglais sont au Yémen, les Italiens en Érythrée. Le canal de Suez va bientôt ouvrir. La France cherche une place à l'entrée de la mer Rouge, un port pour ses navires, une escale pour ses marins. Obok est l'endroit idéal. Alors en 1862, les Français signent un accord avec le sultan, une concession, le droit d'exploiter cette côte pour installer un port. Ali Mohamed Bourhan, médiateur de la ville, monte toujours ses marches avec une immense fierté. Cette demeure coloniale, c'était le QG des Français quand la ville était au centre de leurs intérêts. Vous aimez bien, vous, venir ici? Oui, bien sûr. J'aime venir ici, oui. Vous, en France, vous avez votre château, Versailles. Eh bien, nous, ici, c'est notre grand château à nous. C'est là où étaient installés les Français, alors? Quand on leur a demandé « Qu'est-ce que vous voulez ici ?», les Français ont répondu « C'est un point stratégique. On veut faire un port d'accostage pour nos bateaux. » C'est Léonce Lagarde qui a dit ça. Il est là, ce port, juste en face de moi, enfin, ce qu'il en reste. Il faut s'imaginer sur ces plages à la fin du 19e siècle, avec tous ces produits qui viennent d'Éthiopie. Ali Mohamed me raconte l'ambiance de l'époque. Les plumes d'autruche, l'ivoire, le café, les épices dont les Européens raffolent. Alors on charge et on décharge, tous les jours, sauf en été. En 1888, on a décidé de déplacer le port d'Obok à Djibouti, juste en face. Il y avait un problème de climat ici. C'était pas bon pour abriter les bateaux. L'été, il y avait le Kamchin, un vent violent qui rendait l'accostage trop difficile. Les Français quittent Obok et la ville tombe dans l'oubli. De l'autre côté de la baie de Tadjoura, ils trouvent une anse bien abritée, à la hauteur de leurs ambitions. C'est le début du XXe siècle, le canal de Suez a tenu ses promesses, le commerce maritime est en plein essor. Après d'union et parfois de discorde entre l'Occident et l'Orient, le canal de Suez revient au premier plan de l'actualité avec les accords anglo-égyptiens. Cette œuvre française a eu pour corollaire l'essor de Djibouti. Djibouti, ville française, est devenue, grâce à d'importants travaux d'aménagement, l'un des principaux ports de la France d'outre-mer. Au départ, c'est un village de pionniers qui se base sur une économie simple et forte, le commerce avec l'Éthiopie. Pour acheminer les marchandises vers la capitale éthiopienne, une ligne de chemin de fer voit le jour. Petit à petit, la ville s'étend et Djibouti devient le chef-lieu d'un nouveau territoire, la côte française des Somalies. Les Français construisent des jolies maisons près de la mer, des écoles, des hôpitaux, et comme dans toutes les colonies françaises, des jeunes Djiboutiens sont envoyés en France pour étudier. Là, c'est le quartier où vous habitez? Oui, oui, c'est ça. C'est comme ça que Mohamed Kamal a connu la France. Plutôt des villes, là. Le boulevard Saint-Germain, les bancs de la fac et les boîtes de jazz. C'est Davis Mills. Miles Davis. Quel morceau vous préférez? Blue and Green. Vous vous en souvenez un peu de celui-là? Vous pouvez Non, nous chanter? non, non, je vous assure que non. Vous les avez achetés où, tous ces disques? En France? En France? Ça, c'est la résidence, ça doit être. Il a tout gardé, même ses cartes d'étudiant, quand il suivait les cours de Sciences Po, rue Saint-Guillaume. Je suis ce que je suis grâce à la France. C'est-à-dire? Parce que la France était là. J'ai pu, j'en ai profité. On m'a aidé, on m'a donné une bourse. On m'a aidé, d'abord on m'a pris. J'étais gaulois quand même. Mes ancêtres sont des Gaulois. Vous croyez ça? À part ça. Après ses études, Mohamed Kamal revient à Djibouti pour travailler. Il occupe différents postes dans les ministères
Et comme tout le monde, ils votent en 1967 pour le nouveau statut de Djibouti, désormais terre des Afars et des Issa. En 1977, un deuxième référendum tranche pour l'indépendance. Qu'est-ce qu'il y a dans cette mallette? Qu'est-ce que je mets tout ça là? Elle date de l'indépendance, 1977. Oui. Il y a même la photo de M. Chirac avec le ministre Stern. C'est vous qu'on voit, Oui, oui. puisque vous étiez au cœur de cette négociation. Qu'est-ce qu'il fallait à ce moment-là? Que les Français ne partent pas. Pourquoi? Parce que, autrement, on ne pèse pas lourd ici. Vous avez peur qu'ils partent? Ils ne vont jamais partir. Ils ont encore plus intérêt que moi à rester ici. C'est quoi leur intérêt? Mais c'est qu'ils vadrouillent un peu partout à partir de Djibouti. Ils s'entraînent ici dans le désert djiboutien. Ils n'ont pas chez eux. Dans les autres départements ou territoires, apparemment, il paraît que c'est chez nous où ça grille davantage. Ça, il fait très chaud. Oui. Après l'indépendance, la France a gardé une base militaire, toujours en place. Sébastien Jaridj pilote des Pumas. Détaché pour 3 ans, il appartient au bataillon d'aviation légère de l'armée de terre. Il assure l'assistance sanitaire des militaires français et de tous les civils en difficulté. Bon, on arrive sur le CCAP, qui est le centre d'entraînement commando. Et là, c'est là où ici il y a les requins-balais. Il y en a un à droite. Le coin que vous préférez? Je dirais le lac Assal. La différence entre le lac Assal, cette barrière rocheuse et volcanique noire, et juste derrière le Goubet, 150 mètres au-dessus, le niveau de la mer. Actuellement, on est en train de voler sous le niveau moyen des mers. Pour l'instant, on est à moins 50 mètres. Ce jour-là, sa mission, c'est de récupérer des hommes dans le désert du Gagadi. Des militaires qui s'entraînent depuis 10 jours avec des nomades pour apprendre à survivre dans des conditions difficiles, sans aucune assistance logistique.